Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ici au Cultura de Saint-Malo. Nous sommes présents avec Kiri. Cette fois-ci, Kurokawa héberge Kotun et Kotun a sorti Mon vœu le plus sincère avec Kiri, qui est ici présente pour présenter son premier ouvrage. Et nous, ça nous fait plaisir parce que pour une fois qu'on a quelqu'un de français avec qui on peut parler et où c'est cool. Voilà, donc ça c'est super chouette. On a du public aussi ici, parce que nous sommes en direct du Cultura pendant le Kurofan Tour. Et on va discuter avec Kiri. Et je dis bien on va discuter parce que mon but, c'est de vous faire parler et que vous puissiez poser le plus de questions à Kiri. Parce que moi j'ai des questions préparées, certes, mais en fait Kiri, elle est venue pour vous rencontrer, vous, tout le monde ici présent. Et donc le but, c'est vraiment que vous puissiez parler avec elle. Il y a les micros, je sais que ça peut faire peur, mais il n'y a pas de questions bêtes parce que moi, les questions bêtes, je les ai écrites. Et sinon, quand ça arrive dans ma tête, je vais poser aussi une question bête. Même si vous ne connaissez pas l'œuvre, vous ne connaissez pas Kiri, bah, le but, c'est ça, c'est de vous faire découvrir qui est Kiri. Et vous aussi, sur le chat, sur Twitch, vous pouvez aussi poser des questions. Et on dépêchera un micro à Clara ou à Augustin qui posera la question aussi, qui nous posera le micro. Je dis, on nous dépêchera, du coup, je te filerai le micro, Augustin. N'inquiète pas. Ouais. Eh bien, on va commencer déjà pour savoir qui es-tu, Kiri? Est-ce que tu peux te présenter? Je vais essayer. Je suis Kiri, l'autrice de Mon vœu le plus sincère. J'ai 24 ans et je suis autrice de webcomics depuis 2 ans et demi maintenant. Je travaille sur la plateforme Webtoon et ça surprendra personne du coup, mais je dessine depuis que je suis toute petite et c'est mon rêve de pouvoir faire ma bande dessinée un jour. Donc là, je suis très contente. Trop bien. Comment ça va se passer? On s'est présenté. Du coup, vous avez juste à lever la main et je vous file le micro. Hein. Les vrais ont pas peur. Pendant que si je vois pas de main levée, je continue à poser des questions, mais je vous regarde dans tout le temps, dans tous les cas. Et si je vois un mini mouvement, je sais que vous avez envie de poser des questions. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours professionnel? Oui, alors j'ai pas fait d'études d'art ni quoi que ce soit, c'est une question qui revient souvent. Mais j'ai depuis très longtemps fait des petites BD sur Insta, sur Facebook, etc. C'est ce qui m'a permis de savoir que c'était ce que je voulais faire, vraiment. Et j'ai voulu faire une bande dessinée papier, une sorte de recueil de tous les petits gags que j'avais pu dessiner auparavant. Et est arrivé le Covid, notre cher ami, et les merveilleux confinements. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'étais en train de monter mon dossier d'édition papier, que Webtoon a lancé son premier concours. Et je l'ai appris 5 jours avant le lancement. Je me suis dit, bon, j'ai des planches de prêtes, j'ai juste à les réagencer de manière différente, les petites cases, et puis on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est ce que j'ai fait. En 5 jours, j'ai préparé mon premier chapitre, la moitié du second, et lorsque le concours s'est lancé, j'ai publié, et c'est comme ça que j'ai découvert à la fois le webtoon et la plateforme. J'ai adoré. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le webtoon? Alors, Voilà. c'est très simple. Vous voyez une BD, un manga, un comics, vous le prenez et vous le mettez de manière à ce qu'il soit adapté à la lecture sur téléphone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir scroller, c'est ce qu'on dit, vraiment descendre les histoires avec des cases et des bulles qui vont être au format adapté pour le téléphone. Et en général, le format de publication, ça va être un chapitre ou un épisode par semaine. Il y a des exceptions avec 2 par semaine pour des formats très courts, voilà, ce genre de choses. Mais on est grosso modo sur une publication hebdomadaire. Oui, vas-y. Est-ce que c'est ton métier principal maintenant? Est-ce que tu vis du webtoon, tout ça, ou est-ce que tu as un métier à côté? Alors, c'est mon activité principale, d'une part parce que la rémunération le permet, et d'autre part parce que de toute manière, le temps ne me permettrait pas de faire autre chose. Comme je disais, on est sur une publication hebdomadaire, et en fait, en termes de préparation, c'est pareil. On est sur un chapitre par semaine en général, et un chapitre, en fonction des auteurs et en fonction de la série, va prendre entre 55 heures et 80 heures de travail, ce qui représente littéralement le double d'une semaine de travail normale. Donc même si j'avais besoin, je ne pourrais pas faire un second travail à côté. Et dans tous les cas, j'ai pas envie. Aujourd'hui, c'est mon activité principale et je veux pas faire autre chose. Je regarde s'il y a d'autres questions aussi ou des interrogations. Est-ce que...
Est-ce que tu peux nous dire, bon, du coup, t'avais fait est-ce que c'était sur Mon vœu le plus sincère que tu avais déjà planché dessus ou tu avais une autre histoire que tu voulais mettre sur la plateforme Webtoon? Alors, à l'origine, à la toute origine, je travaillais sur Mon coloc est un génie, qui était la version papier que je voulais faire de base, qui n'a rien à voir avec Mon vœu le plus sincère maintenant. Ça, tout a changé, le pitch de base, les personnages et tout. Mais par contre, quand je me suis lancée chez Webtoon, c'était Mon vœu le plus sincère. Ça a été ça de base. Et quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à participer au concours, je m'attendais pas à derrière être édité par la plateforme. Ce qui fait que c'est pas que je voyais ça comme un essai, mais presque. Il y avait cette sensation de me dire, ça mènera peut-être pas quelque part. Et du coup, quand j'ai eu mon contrat entre les mains, je me suis dit, je vais peut-être revoir mon scénario, ma manière de travailler et de le faire de manière plus professionnelle quand même. Donc techniquement, ça a toujours été la même histoire, mais elle a beaucoup évolué depuis, et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire C'est une, en c'est 3 une phrases? très bonne idée. On suit l'histoire de Happy Cranberry, qui est juste là. Qui est une humaine de 20 ans et qui va un jour rencontrer Prince, le génie qui est juste là. Bon, là, il est un petit peu déguisé, mais faites pas attention. Et Prince, le génie, va lui proposer un vœu. Elle va en faire un, c'est largement plus de 3 phrases. Loupé, vas-y. Je sais dessiner, mais pas compter. Et elle va faire son premier vœu qui sera refusé. Il va l'accompagner dans sa recherche de son vœu le plus sincère. Oui, oui, non, mais si, ça résume, Bon, ça va. bien, t'as bien pitché. Vous avez compris l'histoire, très bien. En fait, le génie reste avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve le bon vœu, quoi. C'est ça. En fait, Prince, c'est un génie qui est très bienveillant et qui va s'éloigner un petit peu de la vision qu'on a des génies dans les films où le génie va un peu essayer de te piéger par rapport à la formulation de ton vœu. Ah, tu veux de l'argent? Bah, en fait, on va le voler aux pauvres. Enfin, c'est pas ça du tout. On est vraiment sur un génie qui est très bon. Et du coup, quand il voit qu'elle fait des vœux qui sont stupides ou qui auraient pu être faits autrement, il va rester avec elle pour l'aider à trouver ce qu'il lui faut. Or, pour savoir ce qu'il nous faut vraiment, eh ben, il faut du temps. Donc du coup, il va rester avec elle à ce moment-là, et puis eux, ils vont commencer à se rapprocher au fil du temps. Du coup, c'est une histoire d'amour. C'est le 3. Le 3 Il faut que tu appuies sur on. Ok, vas-y, tu peux reposer? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de beaucoup de choses, notamment une histoire d'amour, mais disons que la romance va être utilisée pour aller vers tous les autres sujets. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une histoire de famille, pas entre Happy et Prince, du coup, parce que ce serait un peu bizarre, mais entre eux, oui, il y a de la romance. Sachant que un des questionnements principaux de l'histoire principale, c'est que Prince est un génie et que les génies sont normalement incapables de tomber amoureux. C'est génétiquement pas possible. Du coup, on va aussi se poser la question de pourquoi est-ce que lui, là, quand il voit l'humaine, il commence un peu à s'emballer. Donc il y a ce questionnement-là aussi qui est assez intéressant et qui prend de l'ampleur au fil des épisodes. Merci. On continue de poser des questions. Moi, ça me va très bien. J'aime bien faire le feignant, donc allez-y. Comment c'était venu cette idée? Alors, j'avais fait plein de petits gags sur Insta, comme je disais tout à l'heure. Il y en a un où il y avait un génie, à un moment donné. Et je me suis dit, ça peut être réutilisé. Mais j'avais laissé ça de côté. Et quand je faisais mon dossier pour la bande dessinée papier, je voulais juste à la base faire les enchaînements de gags, juste une page par une page. Et je me disais, ça manque d'un fil rouge, ça manque d'un fil rouge. Et je voyais pas quoi amener pour avoir une histoire qui se tient et qui soit pas juste des blagues comme ça qui s'enchaînent. Et je suis retombée sur cette petite BD que j'avais fait de 4 cases avec un génie. Et je me suis dit, il y a moyen d'en faire quelque chose, en fait. Et je me suis demandé, bah, du coup, moi, si je vois un génie, qu'est-ce que je lui demande? J'ai pas du tout trouvé la réponse. Et je me suis dit, bah, ce serait super bien que l'héroïne, justement, elle sache pas. Parce que c'est pas si simple, finalement, à part l'argent, on va dire, qui est souvent la solution qu'on a très vite en tête. Bah, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on demande? Et voilà, tout simplement. Un peu comme si tu avais, oui, tu frottes, hop là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Puis en plus, là, il n'y a pas 3 vœux, il y en a que 1. Donc, tu n'as C'est pas le le droit à vœu. l'erreur. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est le vœu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, rapidement, c'est qu'elle fait un vœu et il refuse. C'est ça. Ouais, bah oui, il refuse parce que, en gros, le premier vœu de Happy, c'est pas du spoil parce que vous le savez, page 4, elle va demander la réussite artistique. Et ce que Prince se dit, c'est que c'est un vœu stupide parce que c'est quelque chose qu'elle peut atteindre en travaillant.
et alors qu'elle a l'occasion de demander monts et merveilles avec un vœu. Donc c'est pour ça qu'il va lui refuser en lui laissant l'opportunité de choisir plus longtemps, enfin de prendre plus de temps pour réfléchir. Je vais choisir le vœu le plus sincère. C'est ça, celui qui vient vraiment de son cœur, celui dont elle a besoin. Et dans le webtoon, dans ton webtoon, il y a plein de références au manga, mais vraiment plein. Il y a Sailor, il y a Sailor Moon. Il y a même des références un peu au Chevalier du Zodiaque. Il y a aussi plein de petites touches à droite et à gauche de plein de trucs. Est-ce que c'est une de tes lectures, de tes premières lectures c'est quoi tes titres qui t'ont marqué? Bon, Sailor Moon. Alors évidemment, voilà, Sailor Moon, là, je vais pas m'en cacher, la référence, elle est omniprésente, surtout dans le premier tome, où Happy prend l'apparence de Queen Avocado, en référence à Sailor Moon. Donc ça Alors va être... pour les plus vieux, c'est Bourdu. Oui, Voilà. Bourdu. Le mec s'appelle Bourdu. Ah mais oui, je l'ai jamais regardé en français, c'est pour ça. Voilà, c'est Oui. Bourdu. Non mais du coup j'étais en mode, attends mais de quoi tu parles? Voilà. Oui, Voilà. non, Pour les plus vieux, c'est en français, c'est Bourdu. J'ai jamais trop compris c'est pourquoi. ça. Mais non, parce que oui, du coup, ok, mais du coup j'ai regardé en japonais. Bah oui. Et du coup, il y en a l'homme masqué et Queen Avocado qui sont là. Et je vais me rapprocher du micro. Et du coup, parmi les autres lectures que j'ai eues qui m'ont beaucoup inspirée, quand Happy prononce son premier vœu, on a derrière elle des silhouettes qui apparaissent, et ça va être les silhouettes de Yatou et Maliki, qui sont deux autrices de bande dessinée et de gags indépendantes, dont j'admire premièrement les créations et secondement le parcours, parce qu'elles représentent tout ce dont un auteur ou une autrice peut rêver, c'est-à-dire être indépendant, avoir un rapport direct avec son lectorat et s'émanciper complètement, je suis désolée, des maisons d'édition. C'est vraiment un rapport direct, elles gèrent tout ce qu'elles veulent. Et c'est un contrôle total en fait sur son univers. Donc c'est plutôt chouette. Et sinon, il y a plein d'autres références, mais il y a aussi des références, on va dire, de la culture même, la culture internet qu'on va avoir, et des trucs un petit peu plus pour un autre public, avec des références à Dieu qui prend l'apparence de Jean-Pierre Foucault, par exemple. On va un peu dans tous les sens, mais c'est chouette. Et c'est vrai que en fait, à chaque fois que tu fais une émotion très forte, il y a un mème qui arrive. Et du coup, c'est vraiment toutes tes inspirations qui arrivent. Et c'est quoi? C'est ton envie ou ça te fait marrer de le faire? C'est ça. En fait, il n'y a aucun moment où je me suis dit je vais faire ça pour faire plaisir au lectorat. Mon lectorat compte énormément, mais, mais je le fais toujours parce que je me dis, c'est une bonne idée, ou secondement, quand je suis sur le storyboard, parfois, je fais une case, et la suite vient automatiquement avec un mème ou n'importe quelle chose comique ou n'importe quelle référence, parce que c'est un automatisme, c'est logique que la suite ce soit une référence à quelque chose. Et dans ces moments-là, c'est pratique parce que je travaille avec un script, bien sûr, normal, un scénario posé et tout, mais toujours avec une marge de libre pour me permettre ce genre de référence sans que je fasse un épisode de 50 pages de trop, quoi. Oui, c'est à toi de gérer ton rythme aussi, quoi. Oui. D'ailleurs, en parlant de rythme, tu as parlé de 55 heures de travail. Comment est-ce que tu fais? Alors 55 heures, ça va être le tout petit minimum, parce que je suis plus sur du 60-65 en vrai. Pour faire un gros résumé des étapes globales, disons que quand je travaille sur une saison, je vais d'abord commencer par réfléchir aux événements qui sont importants et qui doivent apparaître. Je divise ma saison en arcs. Par exemple, ma saison 2 faisait 50 épisodes, je l'ai divisé en 5 arcs de 10 épisodes. Et dans chaque arc, je plaçais les éléments qui devaient à tout prix avoir lieu. Et après, petit à petit, je détaillais les scènes importantes qui devaient se passer de manière très précise et les prochains épisodes sur lesquels je travaillais. Ça, c'est le travail de fond qui doit être validé par l'éditeur avec lequel on travaille chez Webtoon. Et après, vient la production des épisodes. Donc le lundi, storyboard, début de croquis. Le mardi... Pardon, alors on dit, pour ceux qui ne connaissent pas le webtoon, on dit épisode et pas chapitre, parce que c'est vu comme une série. C'est ça. Du coup, on reprend les termes des séries pour dire c'est un épisode et pas Mais si un ça chapitre. perturbe, je peux dire chapitre. Voilà. Non, mais j'explique, c'est comme ça, moi, Nickel. on Mais est plus d'accord avec les termes. oui, non, mais complètement, j'ai pas pensé à le préciser, mais c'est vrai que on parle d'épisodes. Donc du coup, le lundi, on part sur le storyboard et le début du croquis. Le mardi, je termine mes croquis. Le mercredi, je fais l'ancrage. Donc on part sur 60 cases à chaque fois au minimum. Donc ancrer 60 cases, c'est-à-dire faire les contours. Le jeudi, je pars sur mes aplats. Donc toutes les couleurs sans dégradé, sans effet et tout. Et le début des ombrages.
Le vendredi, je termine mes ombrages, je fais mes lumières et j'essaye de poser mes décors. Le samedi, je termine mes décors et les finitions. Et le dimanche, repos. La vérité, c'est que ça ne se passe jamais comme ça. Je n'ai pas de repos le dimanche, parce qu'en général, il y a forcément une étape qui va prendre plus de temps qu'une autre et qui va en fait se chevaucher. Nanana. Je fais une nuit blanche sur 2, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est les étapes principales de la création d'un épisode. Du coup, pendant les pauses de saison et tout ça, tu prends pas d'avance sur tes épisodes ou pour gagner du temps, notamment sur ces Sur ce- étapes-là. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Alors du coup, oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est possible que très récemment. Là, on va rentrer dans des termes un peu techniques. Mais en gros, Webtoon, à l'origine, payait à la publication. C'est-à-dire que si tu as 5 épisodes qui sont publiés dans le mois, parce qu'il y a 5 jeudis par exemple, ben, tu vas toucher 5 fois le prix d'un épisode. Aujourd'hui, ils ont changé ça et c'est génial, c'est à la livraison. Ça veut dire que si j'envoie 5 épisodes à mon éditeur, je suis payé pour les 5 mensuellement. Du coup, maintenant, je peux me permettre de dire la saison 3, elle sort en juillet prochain. C'est pas le cas, mais elle sort en juillet prochain. Si je me mets à bosser maintenant, ben, j'ai quand même mon revenu qui me permet de vivre. Alors qu'avant, c'était impossible. Si je voulais commencer en juillet pour avoir de l'avance, bah, je n'aurais pas été payé avant juillet, quoi. Voilà. Donc là, actuellement, je profite de ma pause pour, certes, travailler ma saison 3, mais aussi m'occuper de la publication papier parce que j'ai quelques trucs à revoir dessus et vous rencontrer. Est-ce que l'éditeur vous laisse toute liberté ou vous avez quand même des inconvénients que l'éditeur vous dit sur les chapitres? On a une lignée éditoriale à respecter chez Webtoon, mais la plupart du temps, ça c'est quelque chose qui est vu dès qu'ils sélectionnent la série ou pas. Si la série avait une lignée éditoriale qui leur convenait pas, ils l'auraient juste pas prise. Mon vœu le plus sincère, c'est une comédie dramatique, il y a un peu de romance, il y a du fantastique. C'était de base quelque chose qui rentrait dans leur ligne. Et pour la suite, mon éditeur me fait très largement confiance. Donc ça c'est super, s'il voit que je lui ai dit saison 2, je regarde ma montre, saison 2, épisode 15. Mais non, j'ai pas de montre, j'ai jamais eu de montre de ma vie. Si je lui dis à l'épisode 15 de la saison 2, il devrait se passer ça, s'il voit qu'à l'épisode 15, c'est pas arrivé, il va pas s'inquiéter, il sait que je l'ai modifié parce qu'il y a une raison. Donc ça c'est chouette. Les seules fois où on m'a dit est-ce que tu peux changer ça, ça a été à un moment donné on voit le téton d'un personnage masculin et je l'avais un peu trop bien fait. Et il m'a dit est-ce que tu peux le mettre plus en dessin parce que là c'est un petit peu trop sexy. Donc du coup j'ai dit bon d'accord Michel, je retire. Je le mettrai certainement dans la version papier par contre parce que quand même. Et ça a été d'autres points sur des retournements de situation où, sans trop spoiler pour les personnes qui n'ont pas lu, un personnage à un moment donné fait une trahison, on dira. Et j'avais pas trop osé y aller à fond. Et mon éditeur m'a dit non, tu bourrines, t'y vas, tu fais pleurer les lecteurs. Ok, Satan, pas de souci. Mais ça va juste être ce genre de choses. Bah, d'ailleurs, tu parles d'émotion, parce que le webtoon est quand même basé vachement sur l'émotion. Est-ce que toi, ce que tu aimes bien bosser, c'est l'émotion ou la relation ou les personnages? Qu'est-ce que tu aimes bien plus bosser? Ce que j'aime le plus travailler, et je m'en rends compte maintenant, il m'a fallu 3 ans pour le réaliser, c'est les émotions. Pouvoir partager les émotions, que ce soit le rire d'une part, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelqu'un lire son épisode devant soi et exploser de rire. Et parfois à une scène qui n'était pas prévue comme très drôle. Et ça c'est très terriblement satisfaisant. Et les faire pleurer aussi, c'est incroyable parce qu'on se dit on a réussi à transmettre ce qu'on voulait transmettre. Ce qui est chouette avec le format webtoon, bon ça du coup vous ne l'aurez pas avec la version papier malheureusement, mais c'est qu'on peut se permettre d'animer des cases ou d'ajouter de la musique pour accompagner la lecture, notamment de la musique faite sur mesure, on voit ça avec des producteurs en général. Et j'ai pu faire ça pour des scènes qui me semblaient importantes, c'est pleine d'émotions, la fin de la saison 1 ou pendant la saison 2, d'autres choses. Et la musique à chaque fois, elle est parfaite pour la scène. Et du coup, dans les commentaires, on va pouvoir avoir l'avis des lecteurs qui auront pleuré durant la lecture parce que la musique accompagnait bien la scène hyper dramatique. Et ça, c'est la chose la plus satisfaisante qu'on puisse faire, je trouve. Et en papier, tu peux aussi mettre une musique dramatique. Oui, oui bien sûr. Et qui accompagne. Au pire, dans les prochains, tu mets un QR code, hop, qui va chercher Tu sais la que musique. c'est pas une mauvaise idée. Bah oui.
Ça s'est fait sur certains mangas de musique comme Beck, etc. En fait, c'est des mangas musicaux. Et en fait, tu as le QR code qui va avec la musique. Du coup, tu peux entendre l'ambiance musicale du concert Ouais. dans le truc. Du coup, c'est possible aussi. Quoi. Ouais, mais ils sont déjà en train de travailler la maquette du tome 2, donc on verra pour les prochains. Bah oui. Mais c'est une très bonne idée. Voilà, petite, je drop une idée, voilà. Ah, Flora. Non. Je vous regarde encore. Oui, et, du coup, on t'a parlé d'émotions, que tu voulais faire, que c'est ça qui te branchait le plus. Mais il y a aussi du coup les persos. Les persos, il y a Prince et il y a Happy. Comment est-ce que tu les travailles Est-ce que tu les as voilà, comment tu les travailles Happy, ça a été. Alors, Happy, c'est la fille, Oui, du et coup, Prince, l'héroïne. c'est le mec. Le type. Happy, j'ai essayé de la construire comme quelqu'un d'assez joyeux, solaire, on va dire, mais qui a une enfance difficile. Ça reste très cliché de se dire qu'un personnage a une enfance difficile et c'est le personnage principal, mais il faut aussi se dire que si elle a rencontré un génie qui lui a proposé un vœu, c'est qu'il y avait une raison. Du coup, je voulais travailler sur ce contraste parce que je voulais montrer que c'était possible d'aller bien des années après un drame, mais pour autant, j'ai pas la prétention de faire de mon vœu le plus sincère un guide. C'est pas du tout ça. D'autant plus que pour ceux qui auront lu la saison 2, il se passe un truc. Comment je peux dire le moment, disons, où Happy prononce son vœu, c'est pas nécessairement le vœu qu'on attend, et c'est même un vœu qu'on peut critiquer en se disant ça va pas aider, c'est pas ce qu'il lui faut. Et en fait, si, c'est la seule qui peut savoir si c'est réellement ce qu'il lui faut. Et c'est pour ce point-là que je dis que c'est pas un guide. C'est parce que c'est pas la solution que Happy se sera trouvée pour régler certains problèmes. C'est pas celle qui collera à tout le monde. Voilà. Donc bref, je me suis étalée, mais pour dire que Happy, voilà, je l'ai construite comme ça, avec la volonté de montrer comment on peut s'en sortir malgré un passé obscur. Et même physiquement, oui, il y a une question. Alors c'est plus donc une question du chat, mais du coup ça se fait sur tablette graphique principalement en webtoon ou c'est Oui, alors je crois qu'il doit exister des très toutes minces exceptions d'avoir un webtoon qui va être travaillé d'abord sur du papier, mais la plupart du temps, à cause du rythme, des délais et de la qualité demandée, on va dire, on travaille sur tablette. C'est forcément du numérique en très grande majorité. Dans mon cas, je travaille sur mon iPad de A jusqu'à Z. C'est un iPad Pro, donc ça a les capacités pour. Et voilà, mais sinon, mes collègues vont travailler avec un ordinateur et une tablette Wion, Canvas, peu importe quoi. Alors, j'ai vu des webtoons en aquarelle, il y en a qui sont très très beaux, quoi. Oui, non, ça existe, mais c'est juste que c'est pas C'est du plus tout ce qui est dur. mis Ah en oui. avant en plus par les plateformes. On reste sur quelque chose de très lisse, très numérique, quoi, vraiment. Je reviens sur les persos, parce que là, il y a aussi un travail physique. Comment est-ce que tu les designs ? Pourquoi ils ressemblent à ça ? Surtout que Prince n'a pas de yeux pour le moment. Oui, alors ça, tu penses quelque chose de très intéressant. Prince, au départ, on le connaît pas. On sait pas qui c'est. Juste, il arrive, c'est un génie, c'est mon travail, je fais mon truc, j'exauce des vœux. On voit pas ses yeux. Pendant très longtemps, on les verra pas parce que les génies, lorsqu'ils croisent le regard d'un humain ou d'une humaine, ils vont revoir tout le passé de la personne et son âme. C'est ce qui va les aider parfois à exaucer des vœux. Sauf que c'est très douloureux parce que ça se fait très très vite. Bref, tout ça pour dire que du coup, on ne voit pas les yeux de Prince. Et en fait, plus on apprend à le connaître, plus il se met à nu pour nous et plus on verra ses yeux. Et c'est pareil pour Oxlove, qui est ce personnage-là qui est très souvent très apprécié par le lectorat. C'est pareil, on ne verra ses yeux qu'à un moment où on apprend la plus grosse de ses douleurs à lui, ce qui lui fait le plus mal au monde. Et voilà. Et pour la construction... Comment tu m'as spoilé ? Ah bah fallait le lire, attends. Ouais, attends. On t'a pas annoncé la sortie hier. Mais, hein. non, mais moi j'ai Quel lu temps que ça. Moi j'ai lu le premier tome. Hein. Ah. Non, bah tu verras. T'inquiète, de toute façon, je te dis rien. Tu sais pas. Mais voilà. Et pour le physique des autres personnages, Happy, c'est une fille joyeuse, etc. On dit souvent que tout ce qui est rond, cercle, tout ça, ça apporte la légèreté, l'humour. Donc je me suis dit, bon, on va aller sur un personnage avec des courbes. Pareil pour ses cheveux, ses cuisses, etc. On a Charles, qui est le collègue de Happy, qui est timbré et qui se la joue vraiment très drama queen, très piquant, etc. Donc je me suis dit, on va aller sur du triangle avec lui et du rouge. Ça va plus être ce genre de réflexion. Et pour Oxlove, alors lui,
on peut voir qu'il a des cheveux bleu ciel très clair et bleu noir foncé. C'était parce que là on ne le voit pas, mais quand il est de profil, en fait, ça lui fait des marques sur le côté qui peuvent s'apparenter aux marques qu'on va faire pour des papas dans les séries avec les cheveux poivre et sel. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce qui m'a permis de poser son design, et ça a été de réfléchir à une coiffure qui fait penser, une couleur de cheveux qui fait penser à la coiffure des pères, en fait, des figures paternelles. Et Voilà. non, j'avais fait une blague quand on n'a pas de cheveux. Bon, bref, alors. On a parlé des persos et dans ton histoire. Maintenant, on va parler un peu de ton histoire. Comment tu construis ton histoire et ta narration? Parce que du coup, c'est chapitré. Et à chaque chapitre, dans un épisode, il faut qu'il y ait un cliffhanger. Comment est-ce que tu construis toute ta narration et donc tes épisodes? C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à prendre en main parce que le webtoon, c'est un format très nouveau. Donc, il n'y a pas d'école de webtoon. Il n'y a personne pour nous dire fais ça à tel moment. Donc, ça va être beaucoup de l'analyse des œuvres des autres, voir comment chaque chose se fait. Et il y a en effet quelque chose qui est extrêmement important dans le webtoon, c'est le cliffhanger de fin d'épisode. Parce que le format webtoon repose sur le concept de... Attends, cliffhanger, c'est retournement de situation. Retournement de situation. Voilà, terminer sur une révélation improbable et se dire « Oh, il me faut la suite !» Et voilà, le webtoon repose uniquement là-dessus, quasiment, pour rendre le lecteur accro, en fait, pour lui donner envie de lire la suite et le garder avec soi chaque semaine. Et c'est pas si facile que ça, d'avoir à chaque épisode un retournement de situation ou une information qui donne envie de passer à la suite immédiatement. De toute façon, c'est même impossible, parce que sinon, c'est une histoire qui tient plus debout, voilà. Mais ça va être comme ça que je vais bosser mes trucs. Je vois ma liste des choses que j'ai annoncées dans une saison ou dans un arc, et je me dis, ça, ce sera la fin de tel épisode. Et du coup, ce que je vais faire avant, ça va être la construction de comment faire en sorte que cette nouvelle soit brusquante, retournante, que tu te dises « Quoi ?» Parce que si t'as rien mis en scène avant, la nouvelle, elle passe comme ça, quoi, on s'en fiche. Donc voilà. Oui, mais je regarde, hein, je voulais poser des questions toujours. Hein. Mais c'est-à-dire que tu as tout prévu ou tu as écrit les grands passages quand tu as commencé même? Est-ce que tu avais déjà écrit ce passage-là serait plus intéressant, ou ça venait au fur et à mesure? C'est un mélange des deux. C'est vraiment trouver le juste milieu entre avoir tout de prévu pour avoir quelque chose de très solide et justement avoir assez de creux pour se permettre de prendre des libertés au moment opportun. Surtout qu'en plus, c'est une comédie, c'est hyper important de pouvoir se dire là j'ai une super bonne blague à mettre, mais elle va prendre 50 cases, comment je vais faire? Non, j'ai prévu assez d'espace pour pouvoir la faire. Ça tombe bien. Faut trouver ce juste milieu là. Et la question que tu avais posée au début, parce que là je me suis encore éloignée. Non, mais en fait, c'est comment est-ce que tu prévois en fait à chaque fois ton narration? Est-ce que ta narration est complète, tu vois? Est-ce que tu as déjà écrit la fin de ton histoire, la fin, oui. ou est-ce que vraiment c'est au fil de l'eau et en fait tu t'accommodes petit à petit, quoi? J'avais prévu 3 fins. En me disant, je vais voir en fait en fonction de comment ma saison 3 va se mettre, parce que parfois quand tu fais un storyboard, tu te rends compte de l'importance d'une scène et tu te dis j'ai pas assez joué dessus sur la suite, et donc du coup tu modifies. Donc j'en ai prévu 3, disons, sauf que l'autre jour je vais sur mon téléphone et je vois que j'ai un vocal que j'ai enregistré moi-même de 6 minutes avec marqué en dessous fin mon vœu le plus sincère. Et je l'avais fait quand j'étais malade, donc du coup je m'en rappelais plus parce que j'avais eu de la fièvre, et je l'ai réécouté. Et j'étais choquée moi-même par des trucs. Je me disais, mais non, mais oui. Et donc du coup, je suis très contente. J'ai une fin qui est posée, qui est bien, normalement. Et tu feras une autre fin quand tu seras malade, fiévreuse. Ah oui, c'est celle-là. Voilà, mais c'était ça. Et c'est pareil, est-ce que tu écris les jalons des personnages? Est-ce que pareil, il y a comment tu écris les histoires des personnages? Parce qu'ils ont tous un background, etc. Et donc il faut les mettre en scène. C'est vraiment, ça a été disons que ça a été ma plus grosse difficulté au début, parce que je structurais pas mon travail, mais c'est aujourd'hui me dire tel personnage, on va prendre l'exemple de je sais pas, Annie, j'ai construit Annie en me disant Annie est un des personnages qui est dedans, qui est l'ami d'Happy. Bon, je vais pas retrouver une case maintenant, mais c'est un de ses meilleurs amis. C'est un chanteur, voilà. Et je l'ai construit en me disant, ce type est artiste, chanteur, il est extrêmement chanceux et très malchanceux en amour.
Et je l'ai construit comme ça, je l'ai vendu comme ça à Webtoon, ça suffit. Voilà. Et j'avais pas forcément d'idée de quoi faire de plus avec lui. Sauf qu'en écrivant les autres personnages et les histoires, je me suis dit, mais en fait, il peut jouer plein de rôles clés par rapport à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et c'est du coup la construction des personnages, c'est quelque chose qui s'arrête jamais parce qu'ils grandissent avec toi et avec l'histoire. Du coup, je pense que pour répondre de manière très succincte, je prends les éléments principaux du personnage, je les bloque, c'est validé jusqu'à la fin. Ce sera les trucs sur lesquels il ne faut pas que je m'éloigne. Et après, je les fais évoluer avec l'histoire. Je regarde aussi. Si tu avais un perso préféré dans Mon vœu le plus sincère, ce serait qui et pourquoi? Alors, du coup, pour rester dans le tome 1, on dira c'est Oxlove. Qui représente beaucoup de choses pour moi, tant dans son rôle pour Happy que dans ce que moi j'aspire être. Bon, j'aspire pas spécialement être un homme aux cheveux bleus, mais ça va être dans son caractère à lui, sa recherche d'être une bonne personne. C'est vraiment, il représente un peu un idéal que j'aimerais atteindre, mais j'en ai pas cette prétention, bien sûr. Et pour la suite, pour ceux qui ont déjà lu ou qui ont avancé, ce sera Arthur. Je n'en dis pas plus sur le personnage, mais j'ai un attachement énorme envers ce personnage qui est un peu torturé sur les bords, mais je l'aime beaucoup. Est-ce que parce que je reviens un tout petit peu en arrière sur les questions parce que j'ai oublié de la poser, mais il y a aussi tout un univers en fait que tu as créé et que tu as posé, l'univers des génies. Comment est-ce que tu l'as créé? Comment est-ce que quelles sont tes références sur cet univers des génies et pourquoi justement en fait reprendre aussi les yeux, de cacher les yeux? Alors, pour créer les génies, je n'avais pas regardé Aladdin, première chose. Quoi? Oui. J'ai regardé Aladdin il y a très récemment et ça m'a permis de créer un autre univers qui n'a absolument rien à voir. Voilà. Mais du coup, comment est-ce que je m'en suis venue à créer les génies et leur univers? J'adore les univers de la royauté. Mais je voulais pas faire quelque chose qui soit comme on voit en ce moment beaucoup dans les isekai, avec les ducs, de machin. Isekai. Alors les isekai, ce sont des univers de réincarnation. En fait, en gros, dans les mangas, en fait, il y a quelqu'un qui meurt souvent impacté par un camion et il se retrouve dans un univers de fantasy où il a plein de pouvoirs. Voilà, en gros. C'est ça, ou alors si c'est un personnage féminin, c'est souvent réincarné dans le rôle d'un livre qu'elle a lu. Oui. Ça va être la vilaine ou une personne qui meurt très vite, etc. Et du coup, voilà, tout ça, ça se passe beaucoup dans des mondes très avec un royaume, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je voulais l'incorporer dans mon vœu le plus sincère. Donc, je me suis dit, le monde des génies, ce sera un royaume. Et j'imaginais des gens en fait qui vivent très très longtemps. Je suis une très grande fan du drama qui s'appelle Gobelin. Qui parle d'une divinité, d'un semi-dieu, on dira, qui a la vie éternelle et qui pourra être. Mais c'est une malédiction parce qu'il vit malheureux et qui pourra être allégé de ses souffrances lorsqu'il rencontrera sa femme qui retirera l'épée invisible de son corps. Bref. Les trucs que j'ai pris de ça, ça va être toute la partie puissance magique et le côté vie très 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 longue et solitaire. Et je me suis dit que les génies pouvaient peut-être partir de là. Et puis je me suis rendu compte que c'était un monde trop bancal, qu'il n'y avait rien qui était solide. Je me suis dit, les génies, ça ne peuvent pas être tous des exauceurs, parce que comment ils vivent dans leur monde, c'est pas possible. La reine, est-ce que c'est une exauceuse aussi, du coup? Donc j'ai créé d'autres types de génies, des contrôleurs, etc. Et au final, le monde, en fait, s'est créé comme ça quand je me suis rendu compte que ça marchait pas d'avoir juste des génies qui exaucent des vœux. Surtout que s'ils s'exaucent des vœux entre eux, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué aussi. C'est ça, et il fallait aussi trouver un truc. Pourquoi est-ce que les génies ils viennent exaucer des vœux dans le monde des humains? Qu'est-ce que ça leur apporte? Pourquoi ils font ça? Et pourquoi un vœu? Pourquoi un aussi? Et pourquoi il y a des règles? Pourquoi il y a des interdictions dans les vœux? Donc voilà, j'ai pu mettre en place tout ça. Et au final, pour quand vous lirez la suite, vous vous rendrez compte aussi que du coup, avoir créé ce monde des génies et ces règles-là, ça m'a permis de développer des bons retournements de situation, on dira, notamment concernant Prince. Quel est pour toi l'ingrédient le plus important dans une histoire? Je n'ai pas dit dans une histoire, je n'ai pas dit dans ton histoire pour le moment. Dans une histoire. Ça dépend du goût de chacun, bien sûr. Dans le mien, ce sera l'humour.
c'est les émotions fortes. Au final, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Mais si je ressens rien en lisant ou en regardant quelque chose, bah, je vais m'ennuyer et je vais pas regarder. Du coup, je pense que c'est le plus important, c'est le transfert des émotions. C'est ça. Est-ce que les émotions, ça va avec rythme aussi Hum, de narration? Oui, parce que tenir un rythme de narration permet de ménager certains effets. Comment dire? Pour prendre un exemple, on va dire qu'une série qui va avoir un rythme très lent, ça va permettre sur la fin d'augmenter le rythme si vite qu'on va être oppressé par les événements qui se passent ou pris de court ou choqué. Du coup, je pense que le rythme de narration peut complètement influencer ça. J'aime bien les rythmes rapides sur les premiers épisodes d'une série pour être vite dedans. Et après, ça peut ralentir, c'est ok, je me suis attachée à l'univers, aux personnages. Et à la fin, faut quand même que la saison se termine bien, qu'on ait un truc qui me donne envie de regarder la suite, sinon je lâche. Ça dépend. Donc, tu as dit dans ton histoire, c'est l'humour, l'ingrédient phare. Est-ce que c'est compliqué à tenir ou tu t'y astreins ou alors ça vient naturellement? Ça vient plutôt naturellement. Pour le coup, c'est ma manière de communiquer. Je sais pas que je suis quelqu'un de drôle, mais c'est que j'arrive pas à être très sérieuse longtemps. Du coup, c'est un moyen que j'ai de communiquer depuis très longtemps. Du coup, c'est assez naturel de le mettre dans une histoire. Ça vient instinctivement. Disons que je ne cherche pas une blague. À aucun moment donné, j'ai regardé ma saison et je me suis dit « Oh, ce moment-là, il est pas assez drôle, faut que je trouve un nouveau truc. » Si c'est pas drôle, je dis à mon éditeur « Bah tant pis, c'est que c'était pas le moment pour être drôle, faut que ce soit... Là, c'est triste, et bah c'est triste. » Voilà. Par contre, il y a plein de moments où je m'empêche de mettre des blagues. Parce que si c'est triste, c'est triste. Oui, tu veux garder l'émotion intacte pour que les gens le ressentent. C'est ça, exactement. Et du coup, ça passe aussi par un découpage. Bah, le découpage webtoon a un énorme avantage à ce niveau-là. J'ai parlé plutôt de ménager ses effets. Et bah, le rythme de lecture, quand tu es auteur de webtoon, c'est toi qui diriges le rythme de lecture des gens qui lisent. Parce que si tu espaces énormément tes cases, bah, lire un épisode, ça va être super long. Alors que si tu les colles, ça va se faire très vite. Et bah, pour faire des bons effets sur une bonne blague, on peut se permettre de mettre la chute plus loin. Comme ça, le lectorat, il a une partie d'une blague et il descend. Et là, pouf, il est à la chute. C'est pareil pour toutes les autres émotions, mais voilà. Du coup, ce serait quoi tes conseils pour ceux qui veulent démarrer un webtoon? Prenez de l'avance, faites vos décors, espacez vos cases, faites des bulles de la bonne taille, refaites-le au moins 50 fois s'il le faut, mais trouvez la bonne police d'écriture, trouvez le bon espacement de cases. C'est vraiment le truc sur lequel les éditeurs vont venir vous casser les pieds, et ça prend un temps fou à corriger. Quand vous avez 5 épisodes à tout réespacer, c'est long. Ah, c'est long. Je sais pas si ça se voit à quel point j'étais traumatisée par ça, mais j'en pouvais plus quand j'ai dû faire ça pour ma saison 1, c'était l'enfer. Et sinon, ça va être les 3 premiers épisodes, il faut qu'ils soient solides. Le premier épisode, il faut qu'il soit hyper impactant. Il faut que ça donne le ton de votre série. Il faut qu'on sache où on va directement. L'épisode 2, vous mettez vos personnages en avant pour que le lectorat s'attache aux personnages. Et l'épisode 3, peu importe ce que vous faites, il doit se terminer par un cliffhanger, un retournement de situation. C'est les 3 trucs, ça c'est les 3 premiers épisodes, il faut qu'ils soient solides. Après, vous emmenez votre lectorat où vous voulez, mais ces bases-là, c'est hyper important. Je regarde s'il y a des questions aussi, encore une fois. Il y a une question dans le chat. D'ailleurs, merci de nous suivre sur le chat aussi. Merci. Augustin va nous poser la question. Oui. Alors, combien de temps ça te prend pour faire une saison, en général? Alors du coup, ça va dépendre du nombre d'épisodes. La saison 1 en faisait 35, enfin elle en a fait 36, mais je devais en faire 35. Donc ça fait 35 semaines et le temps de préparation d'un mois, on dira. Donc un peu moins d'un an. La saison 2 en a fait 50 épisodes, donc 50 semaines, et le temps de préparation qui était plus de 2 mois. Donc là, on avait une bonne grosse année et ça débordait un petit peu. Et du coup, toute la série, bah, ça va... Faut prendre en compte les temps de pause. Donc disons que si tu pars sur une série de 3 ans, bah, visualise 3 ans. De 3 saisons, pardon, visualise 3 ans. Je pense que c'est une bonne moyenne de se dire une année par saison, en fait. C'est bien de le dire parce que on croit que c'est facile, mais en fait non, il y a de la préparation de ouf, donc il y a de la réflexion. Et maintenant, en plus on parle de saison, et maintenant t'es édité.
Donc ça change un peu la donne. Est-ce que tu dois tout refaire? Alors, non, heureusement, parce que si je devais tout refaire, je reprendrais encore 3 ans, donc ce serait un petit peu long. Mais Et ça fait quoi d'être édité aussi et d'avoir le... c'est la première fois que je les ai vus. J'aimerais vous dire que j'ai eu envie de pleurer, j'ai eu envie de vomir parce que j'étais trop stressée. mais par contre, j'étais très très émue, surtout quand je les ai vus à Cultura là tout à l'heure posés sur le pot. Là, ça m'a fait vraiment quelque chose parce que je me suis dit, ça y est quoi, on y est. Je suis une grande fille maintenant. Je l'ai en version papier et ça se vend dans les magasins quoi. C'est super, c'est beaucoup d'émotions. Et pour la préparation du bouquin, du coup, j'ai pas tout refait. J'ai juste retravaillé au moins mes 3 premiers chapitres énormément parce que mon style avait changé et surtout ma manière de faire mes cases et elles n'étaient pas de la bonne qualité, etc. Donc je me suis dit c'est bon, je vais les refaire. Du coup, si vous connaissez la série en numérique et que vous achetez le tome, vous allez avoir les 4 premiers chapitres qui sont absolument magnifiques, en toute humilité. Non, j'en suis vraiment très fière. Tu peux, hein, ils sont très beaux. Hein. Merci. Et j'ai refait quelques cases qui étaient problématiques, on dira, dans la suite, parce qu'un manque de perspective, etc. Mais ça, j'ai beaucoup moins mis de l'énergie dedans, parce que, comme je l'ai dit, j'ai une saison 3 à préparer, et ça reste la priorité. Pour le tome 2, pareil, je vais aussi revoir des cases, mais voilà, faut chercher à optimiser et pas à maximiser non plus, quoi. Et le tome 1, il reprend combien d'épisodes? On a les 19 premiers épisodes et à la fin, on a un chapitre bonus, la première partie d'un chapitre bonus sur l'enfance de Prince, mais pas que, et sa rencontre de quelqu'un, on dira, je ne vais pas trop en dire, mais je suis hyper contente d'avoir pu le faire, ce chapitre bonus, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas mettre dans le webtoon, parce qu'il n'y a pas sa place dedans, et là ça me permettait de présenter Prince et son enfance qui est chouette en fait. Du coup, en fait, tu t'es dit, je vais faire une autre histoire. Et je vais mettre un autre challenge, c'est ça? Parce que pourquoi pas? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je sais pas très bien. Parce qu'en fait, tu l'as mis aussi dans les commentaires dedans. Tu fais, bah oui. Oui, parce que clairement, on m'avait dit, t'as 12 pages, tu fais un peu ce que tu veux. Je me suis dit, ok, j'ai 12 pages, je vais faire une histoire entière en 3 chapitres avec 45 pages. J'en ai marre. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Ça, c'est trop facile. Tu t'amuses pas. C'est ça. Non, là, c'était le bon moyen de m'éclater un bon coup. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que du coup, on a les épisodes 16, 17, 18 qui ont été faits il y a 2 ans. Donc, ça a pris un coup de vieux quand même en termes de graphisme. Et l'épisode bonus qui donc a été fait cette année. Donc, graphiquement, on a une énorme différence. Mais c'est chouette parce que je trouve que ça permet aussi d'avoir une promesse au lectorat de dire bah voilà, au fil des tomes, ça va s'améliorer. Vous allez finir par avoir ce niveau-là graphiquement. Je trouve ça cool. Et est-ce que tu refais, parce que là on va parler de dessin, mais est-ce que tu refais aussi l'ancrage? Parce que du coup, vu que c'est imprimé et qu'en fait, en numérique, t'as vraiment pas le même ancrage. Et du coup, est-ce que tu retravailles un petit peu ou comment est-ce que ça... C'est ce que j'ai fait pour les premiers chapitres parce que l'ancrage n'était pas du tout adapté. Mais pour la suite, j'ai rien besoin de bouger, c'est suffisant. C'est les studios Macma qui s'occupent de la maquette, si je me trompe pas. Et ils ont fait un travail absolument incroyable. Vraiment, j'ai revu des planches, j'ai redécouvert mon travail et je l'ai apprécié. Et ça, c'est dingue. Je fais pas partie des auteurs qui sont très fiers de ce qu'ils font. Et là, je me disais, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Du coup, ces trucs-là, j'ai pas besoin de les retravailler parce qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable avec. Et maintenant que tu sais que t'es édité en... Ah, pardon. Non, vas-y. Non, mais je préfère que tu la poses, la question. Oui, on a des fils qui se baladent. Je voulais savoir si, du coup, la saison 3, maintenant que tu sais que tu es édité, est-ce que tu l'apprends d'une manière différente pour qu'elle soit aussi adaptée, aussi bien l'écrit et sur papier que sur écran ou alors... Alors, c'est très drôle, ça fait 2 fois qu'on me pose cette question. Et je me l'étais jamais posée avant qu'on me la pose. Ce qui fait que maintenant, je pense que je vais commencer à travailler ma saison 3 de manière différente. Du coup, alors techniquement non, parce que je me dis si la série a plu telle que je faisais avant, assez pour avoir une version papier, c'est que je suis sur la bonne voie.
Par contre, les choses auxquelles je vais essayer de faire plus attention, ça a été la correctrice donc de Kotun et Kurokawa qui m'a dit alors du coup ça faudrait éviter ça, et elle m'a pointé quelques fautes très justes, et du coup je vais essayer de faire l'effort dans la saison 3 de faire les choses correctement pour qu'elle ait pas trop de travail, mais je promets rien parce que je vais être dans le rush. Mais je pense que ça va être les seules choses que je vais prendre en compte, parce que sinon je vais devoir m'empêcher de faire des trucs et je suis pas certaine pour ça, sachant que je travaille actuellement déjà dans le bon format en termes de qualité d'image, donc ça va. Voilà. Et tu parlais de tétons tout à l'heure, il y a quand même des permissions qui te sont plus libres dans le papier. Oui, du coup on m'a dit voilà, si t'as enlevé des tétons tu peux les remettre. J'étais très contente de pouvoir remettre mes tétons. Ne sors pas cette phrase. Clip. Laura, il y a une question. Est-ce que ça sera à la télé? À la télé? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Crunchyroll, si vous écoutez. ADN, Netflix, s'il vous plaît. On a un public. On sera au moins 15 à regarder, s'il vous plaît. Non, j'aimerais énormément. Surtout que il y a beaucoup de scènes que je visualise hyper bien de manière animée. Je travaille assez cinématographiquement. Les plans que j'imagine, ça va être parce que je les visualise dans ma tête comme une série. Du coup, j'adorerais ça. Mais c'est pas moi qui décide, malheureusement. Sachant que dans ton travail, oui, tu imagines déjà et tu mets déjà de la musique aussi. Du coup, il y a déjà une animation qui peut se faire aussi dans la tête. Et après, peut-être sur les prochains tomes, vraiment de la réalité augmentée. Ce serait bien. Très bien. Et qui rajoute des trucs à chaque fois, quoi. Des éditeurs qui font qu'est-ce que tu fais là? Je regarde s'il y a d'autres questions aussi. Toi, qu'est-ce qui te fait, depuis que donc, quand tu as appris la nouvelle que tu allais être édité, c'était quoi le mood dans lequel tu as été? Est-ce que tu me permets d'expliquer l'anecdote Ok. Du coup, la réponse va être un peu plus longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été démarché par Kotun durant la Japan Expo de l'année dernière. La veille au soir, je le racontais ce midi encore. La veille au soir, j'étais dans l'hôtel avec une collègue et elle me disait toi l'année prochaine, t'as une version papier. Tu rêves? Et elle me dit si, je te vois trop bien en version papier. Et en plus, là, je sais pas si tu sais, mais Kurokawa, ils ont fait un truc là, ça s'appelle Kotun. T'irais trop bien chez eux. Et je me dis mais Kurokawa, non en fait. Je pense que j'aurai une version papier peut-être, mais il y a des chances que je la fasse moi de mon côté en auto-édition, donc toute seule quoi. Elle me dit non, moi je te le dis, Kurokawa, sûr, machin. Le lendemain, sur mon stand, avec leur petite veste rouge, avec marqué Kurokawa, du coup des collègues de chez Kuro qui arrivent et qui sont en mode oui, bonjour, alors moi c'est Déborah, est-ce que tu connais Kurokawa? Oui, je connais. Essaye de rester calme. Promets tes cheveux. Essuie ta sueur. Il fait 35 degrés. On s'en fiche. Oui, je connais Kurokawa. D'accord. Alors du coup, en fait, on a ouvert. C'est Kotun. C'est une maison d'édition pour l'adaptation papier des webtoons. Est-ce que toi, ça te dirait? Parce que je suis vraiment fan et tout. Oui. D'accord. Et après, elle est repartie. Ça m'étonne pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Hier même, on me parlait de ça. Le soir dans l'hôtel, c'était tellement improbable. Et quelques temps après, du coup, on m'a recontacté sur Insta en me disant, je sais pas si tu te rappelles de moi, machin. On s'est vu, on a papoté. Oui, je m'en rappelle très bien, comment oublier. Et puis après, on s'est rencontrés. On m'a offert des madeleines et du jus de fruits. Donc j'ai dit oui. Et puis voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis leur premier passage sur mon stand, je suis pas redescendue. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, je suis pas connectée à la réalité en fait. J'ai ressenti du stress, de la joie, mais il y a aucun moment donné où je me suis effondrée en pleurant, en me disant c'est le plus beau jour de ma vie, parce que je suis encore trop dans le jus du truc. Est-ce que toi, tu avais une idée, puisque tu t'es dit avant que Déborah arrive, est-ce que toi, tu avais déjà une idée de cette œuvre en papier? Et tu as très bien imité Déborah. Enfin, voilà, avec la voix et tout. Et puis le fait qu'elle parte tout de suite, tu l'as très bien imité. Ouais, non, pas vraiment.
Déjà parce qu'il n'y avait pas tant que ça de webtoon en version papier à l'époque, donc j'en avais pas eu beaucoup entre les mains, donc j'avais pas eu beaucoup de moyens de faire des comparaisons, ou de me projeter, de me dire ça rendrait bien comme ça, donc pas tant que ça. Mais ce que je savais, c'était que je voulais faire des petits goodies à côté, voilà, vraiment faire quelque chose avec le lectorat et pour le lectorat. Et c'est ce qui m'a donné très envie d'aller chez Cotoon. Ça a été je vais vous nettoyer, enfin je vous serre un peu les pompes là, mais ça a été de voir à quel point ils travaillaient réellement sur leurs produits. Le livre est vraiment sublime. Et tous les trucs qui ont été faits à côté, le bullet journal, le Kuro Fan Tour, le fait de pouvoir vous rencontrer, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avec beaucoup d'autres maisons d'édition. Donc c'était parfait. C'était mieux que ce que moi je visualisais, mieux que ce que je m'imaginais faire avec une version papier de mon côté. Et les illustrations qui sont là, est-ce que tu les avais déjà préparées en amont ou c'est Alors, celle-ci était déjà prête puisque je l'ai utilisée pour faire des petites figurines en PVC qui sont d'ailleurs très belles, donc j'étais contente. Donc quand on m'a dit qu'on allait prendre ça pour faire la silhouette, j'étais hyper contente. Et celle-ci, celle d'Happy qui est derrière, et une de Prince qu'on n'a pas là, et une autre mais qu'on n'a pas ouvert parce que ça porte le nom d'une marque qui n'est pas Cultura. Donc on s'est dit on va respecter un petit peu l'endroit où on est quand même. Tout ça, ça a été fait exprès parce que quand on m'a dit on fait des silhouettes en carton à grandeur nature, j'ai dit c'est bon, je vais les faire. J'avais trop envie de les voir et maintenant je les vois là. Je suis trop contente. Et il est magnifique, il est magnifique. Je pense qu'ils vont t'en imprimer une pour toi, chez toi. Yes. Ah non, mais je pensais que tu posais cette question. Non, ok, très bien. Tu levais ta main. Non, mais oui, je pense qu'ils vont te l'imprimer et tu l'auras. Ou en pilot. Alors ça, par contre, j'y pense parce que c'est des projets personnels. Attends, mais je pense qu'on va monter une franchise. Depuis tout à l'heure, on n'avait que des bonnes idées. Je regarde s'il y a encore des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Je pense qu'on peut... c'est à double tranchant. Je pourrais prendre mal si on me le souhaitait vraiment, mais on peut me souhaiter de continuer de m'améliorer, je pense, parce que c'est mon objectif. C'est de faire toujours mieux. Si ça n'arrivera pas, mais je veux dire, si un jour je faisais une œuvre que je jugeais parfaite, j'aurais pas envie d'en faire une autre. Je voudrais m'arrêter là parce que qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors on est bien loin de ça de toute manière, mais c'est ce que je recherche, c'est l'amélioration constante. Du coup, je pense que c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Et le succès aussi, les 50 milliards d'exemplaires vendus, ce serait pas mal. 50 milliards. Un chiffre modeste. Voilà, modeste. Et ça serait quoi ton vœu le plus sincère? J'étais sûre. Eh oui, je te l'ai pas marqué celle-là. J'étais sûre, j'y pensais tout à l'heure. Je te l'ai pas marqué celle-là. Je pense que ce serait d'être protégé. Du coup, c'est un peu triste. Non. Mais voilà, c'est mon vœu le plus sincère. Je pense que c'est ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'être protégé, le sentiment de paix, en fait. Voilà. Eh bien, c'est sur ça qu'on va terminer, sur cette belle phrase. Non. Bah si. C'est quoi, toi, ton vœu le plus sincère? Moi, mon vœu le plus sincère... moi, mon vœu le plus sincère... C'est pas si simple. Ah si, moi, ce serait que les gens communiquent. Mieux, ouais. Communiquent mieux, qui communiquent, qui se parlent. Et que ça va aussi dans le côté protection et paix. Plus les gens se parlent, plus en fait il y aura moins de dissensions et de conflits. Ouais. Parce que souvent en fait c'est parce que les gens ne se parlent pas qu'il y a des choses qui se passent mal. Ouais. Je vais communiquer, j'adore ta boucle d'oreille. Merci. De rien. Merci. Eh bien, c'est sur ça. Oui, on va faire des petits cœurs. Merci encore à vous. Merci au chat. Merci encore à vous d'avoir participé à cette discussion. Merci à vos questions. Même si au début, vous étiez réticents. Et bien non, vous voyez, on a discuté tous ensemble. C'est ça le but aussi, avec Kiri, de participer. Et il y a donc mon vœu le plus sincère donc, est dispo le 19 octobre dans toutes les librairies. Ici, on est au Cultura, du coup, il est en prévente ici. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez aller l'acheter là, directement. Et ensuite, Kiri va venir dédicacer
avec de beaux dessins. Donc vous allez ici acheter mon vœu le plus sincère et après vous pouvez revenir ici. On va se quitter sur le chat, mais j'ai encore des trucs à vous dire à vous qui êtes présents. Et merci encore à vous sur le chat. On se revoit très vite sur un Curo Fan Tour le mois prochain à Colmar et le 25, merci. Le 25 novembre, on se voit du coup à Colmar au festival, sur un festival. Avec plein de surprises. Et il y aura aussi un Curo nouveauté mi-novembre. Le 9 novembre. Voilà, je suis soufflé. J'aurais dû avoir des oreillettes. Voilà. Merci encore à vous et suivez-nous partout. Merci beaucoup. Salut.